Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Indépendant. Je suis Diane Saboureau, journaliste à la locale de Perpignan. Vous le savez désormais, l'Indépendant vous fait vivre la campagne des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Nous sillonnons l'Aude et les Pyrénées-Orientales pour vous faire vivre les débats au cœur des 20 plus grandes communes de ces deux départements. Aujourd'hui, nous nous arrêtons à Cabestany, qui est une commune voisine de Perpignan, forte de 10 500 habitants, qui est en progression. Septième ville des Pyrénées-Orientales, elle fait partie de l'intercommunalité de Perpignan-Méditerranée Métropole et c'est aussi une ville gérée par des élus communistes depuis près de 50 ans. Le 15 mars prochain, il devait être 3 sur le scrutin municipal dans cette campagne. Ils seront finalement 4 suite à un divorce au sein du Rassemblement national. Voici les candidats qui vont nous accompagner pendant ce débat. Messieurs, évidemment, honneur à la maire sortante et seule femme de ce débat, Édith Punier. Vous êtes maire communiste de Cabestany depuis 2021. Vous avez succédé à Jean Villa. Vous avez 53 ans, vous êtes directrice à l'aide sociale à l'enfance et vous portez la liste La Passion de Cabestany. Oui, pas directrice. Je suis à la direction enfance-famille, je suis inspectrice. Inspectrice, excusez-moi. Éric Poupé, vous avez 55 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes conseiller municipal d'opposition depuis 2020, vous êtes dirigeant d'un magasin Carrefour, vous n'êtes pas encarté et vous portez la liste Cabestany avant tout. C'est ça. Jean-Pierre Brazès, vous avez 69 ans, vous êtes patriarche d'une grande famille de 6 enfants et 8 petits-enfants, vous avez tenu à ce qu'on le souligne. Vous êtes retraité de l'agriculture et du secteur agroalimentaire et vous portez la liste Un cap pour Cabestany qui se veut ouverte des Républicains à Reconquête. Tout à fait. Olivier Masse, vous avez Bonsoir. 64 ans, vous avez 2 enfants et 2 petits-enfants installés à Cabestany. Vous êtes directeur administratif du Théâtre de l'Archipel de Perpignan et vous portez la liste Cabestany Nouvelle Vague, protéger, embellir, prioriser et simplifier, soutenue par le Rassemblement national. Je vous propose que nous évacuons avant tout cette question directement. Donc vous deviez être 3 dans la course au scrutin pour les élections municipales. Je l'ai dit, vous serez finalement 4. Olivier Masse, vous étiez inscrit sur la liste de Jean-Pierre Brazès pour... finalement, vous avez retiré pour mener votre propre liste soutenue par le RN. Vous avez moins d'un mois pour pour créer cette liste, excusez-moi. C'est une mission compliquée. Est-ce que c'est une mission impossible? Très compliqué, dans la mesure où la liste, vous l'avez dit, s'est séparée en deux. Donc, il manque du monde de chaque côté. Il faut trouver des gens. Et les gens veulent s'engager. Je prendrai par exemple les professions médicales. Ils nous disent oui, on est avec vous, on vous soutient, mais on n'a pas le temps, on ne peut pas être sur la liste, on ne peut pas siéger au conseil municipal, trouver quelqu'un d'autre. Donc, nous sommes devant un défi, l'horloge joue contre nous. Nous avons la liste, mais avec des gens qui nous disent plutôt quelqu'un d'autre. Si vous trouvez quelqu'un d'autre, prenez quelqu'un d'autre, ou alors mettez-moi à la fin. Voilà la problématique aujourd'hui pour conclure cette liste dans le peu de temps qui nous reste. Comment faites-vous concrètement du coup? Alors, on rencontre, on téléphone, on pense, on réfléchit à des familles, à l'intérieur de la famille, et quand on connaît quelqu'un, ça discute, et on essaie de trouver les gens qui, au-delà de la sympathie, veulent s'engager. Et ça, c'est quand même le plus dur. Jean-Pierre Brazès, est-ce que vous vous êtes senti affaibli suite à ce retrait d'investiture? Oui, il est bien évident que c'est un coup porté à notre équipe, bien entendu, mais on s'en est remis. Contrairement à la liste de M. Mas, la nôtre est complète, dont nous la déposerons en temps en préfecture. C'est une liste de large rassemblement, ce que m'a reproché finalement le Rassemblement national, une liste qui va de Reconquête jusqu'au LR et à l'UDR. C'est ce que j'ai voulu depuis le départ, et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré partir avec des policiers qui sont fidèles depuis 2 ans que d'abandonner en cours de route des gens qui ne sont pas encartés RN, tout simplement. Édith Punier, Éric Poupé, est-ce que vous vous êtes senti un petit peu spectateur de cette polémique? Oui, spectateur, parce que c'est vrai que on a tendance, enfin, la presse a souvent tendance à opposer RN et Parti communiste, et du coup, c'est vrai que nous, sans étiquette, on s'est senti un peu mis à l'écart. Donc, vous l'avez dit, on va évacuer cette question du divorce rapidement pour passer à des sujets qui concernent davantage les Cabestaniens.
Oui, alors quant à moi, effectivement, ça a mis effectivement le débat sur RN communiste, alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir en plus au départ, puisque une municipale, c'est absolument pas comme l'échelle nationale. Et même sur ma liste où on dit toujours c'est la communiste, oui, effectivement, je suis communiste et fière de l'être, mais dans ma liste et par respect pour les gens qui sont sur la liste, il y a plus de 19 personnes sur l'ensemble de la liste qui ne sont absolument pas encartées, qui sont des citoyens qui travaillent depuis fort longtemps. Et ce que je disais, c'est que moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'en fait, une liste, elle ne se décrète pas. Elle se travaille en amont. On va connaître d'abord sur l'ensemble de ma liste, c'est vraiment des gens qui habitent à Cabestany, qui vivent Cabestany, qui aiment Cabestany, qui participent autant sur des activités culturelles, sportives, éducatives, et qui du coup connaissent vraiment les besoins des gens, sont venus sur des réunions de quartier, ont participé, il y a des référents de quartier aussi, ils ont participé à la vie communale pendant 6 ans et aujourd'hui ils veulent s'engager avec un vrai projet en partageant le bilan qu'on a pu faire, en nous faisant un retour critique qui était plutôt un retour très intéressant. Et moi je crois que la campagne aujourd'hui, si elle se réduit à ça, c'est vraiment dommage et c'est ce que je disais, c'est quand même pathétique pour les habitants de Cabestany et Cabestany mérite mieux que ça. Je voudrais corriger, non pas la réponse de Jean-Pierre Brazès, mais l'interprétation qu'il en a. Dites-nous. Donc, il présente une version très politisée de cette affaire. Oui, il a réussi à politiser cette affaire pour masquer en fait les vraies raisons de ce que vous appelez le divorce, mais qui en fait n'est qu'un retrait d'investiture pour des raisons pures de non-respect de code électoral. Jean-Pierre a posé comme principe que il fallait dépenser beaucoup avant le 1er septembre, date officielle de la campagne. Et donc, il a fait certaines opérations que tout le monde sait, recruter un directeur de campagne et le rémunérer bien avant le début de la campagne. Il y a tout un feuilleton comme ça de choses purement matérielles et réglementaires qui sont mal faites. Aujourd'hui, Jean-Pierre Brazès a 2 permanences. Donc il y a plein de choses que son mandataire n'a été désigné que le 28 novembre. Et puis, il y a quelques semaines, son mandataire l'a quitté. Beaucoup de choses ne vont pas. Et quand le bureau du Rassemblement national est tombé sur ces irrégularités, ils ont perçu que le candidat n'irait pas jusqu'au bout de l'élection, d'autant que Jean-Pierre Brazès est un récidiviste là-dessus, puisqu'il y a 10 ans, mais dans une moindre mesure, puisque c'était un petit effet papillon, un détail, il avait été oublié de porter la nationalité d'un candidat, et pour ce petit détail, l'élection de Céré il y a 10 ans a été annulée. Aujourd'hui, l'effet papillon, c'est une escadrille de papillons. Donc il y a de multiples actes contraires au code électoral, aussi bien sur le compte de campagne. Donc je pense que Jean-Pierre Brazès est disqualifié pour cette élection. Je tiens à juste faire remarquer qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, l'indépendant n'est pas en capacité de confirmer que ces irrégularités pointées par M. Masse. Alors, je voudrais répondre bien évidemment à ces arguments, parce que qui êtes-vous, Monsieur Masse, pour juger si mes opérations sont dans l'ordre légal ou pas? Je n'ai pas de leçon à recevoir de militants du Rassemblement national. Ce n'est pas à vous de dire si c'est légal ou pas, c'est au CNCCFP lorsque je déposerai les comptes de campagne. Vous avez de fausses informations, vous êtes mal informé alors que vous étiez sur ma liste, donc je trouve ça surprenant. Et c'est de l'information qui ne vous servira pas. En tout cas, un organisme existe, il faut le préciser à ceux qui nous écoutent, pour vérifier les comptes de campagne, et ils sont saisis si besoin. Vous avez juste un grand parti national, là c'est incontestable, premier parti parlementaire, qui aujourd'hui, en pleine, disons-le, tempête médiatique nationale, annonce qu'il retire l'investiture à un candidat. C'est quand même un événement médiatique sérieux qui montre la gravité, qui n'a pas caché les problèmes, qui montre la gravité de cette affaire. D'autant qu'il y a eu une sorte de goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'en plus de ces irrégularités, il y a eu des contacts prohibés avec l'ultra-droite. Et moi je le dis carrément, et Jean-Pierre l'a vécu comme ça, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
et on lui a retiré l'investiture. Voilà les deux raisons majeures. Après, aujourd'hui, ça devient un problème purement politicien. Jean-Pierre fait ce qu'il veut des faits. Tout à l'heure, qui je suis pour parler de ce qu'a fait Jean-Pierre? J'ai tout simplement écouté Jean-Pierre pendant 2 ans. Et je l'ai cru pendant 2 ans. C'est, on va dire, à cause ou grâce à lui d'ailleurs, que je me suis encarté au Rassemblement national quand je l'ai écouté, quand je l'ai rencontré. Et nous avons construit des choses ensemble. Et c'est fort de cette déception, parce qu'à plusieurs, on s'est rendu compte que les textes n'étaient pas respectés, ça n'allait pas du tout. Plus l'événement, le rapprochement avec l'ultra-droite. Donc c'était pas possible de continuer. Pour moi, je ne veux pas être complice de ce qui va arriver, comme serré, c'est-à-dire que la commission, bien évidemment, elle, souveraine, va rejeter son compte de campagne, sauf que cette fois, il y aura du pénal derrière. Alors qui je suis pour dire ça? C'est qu'il y a eu, ce que j'ai vu, une intention, justement, de soustraire des dépenses du compte de campagne bien avant la date officielle du compte de campagne. La campagne électorale, les comptes de campagne démarrent le 1er septembre et vous êtes très mal informés puisque avant le 1er septembre, on peut faire les dépenses que l'on veut sans que ça rentre dans les comptes de campagne. Quant à l'événement dont vous parlez, Serré, les bulletins de vote et les professions de foi, surtout les bulletins de vote, sont validés par la préfecture de Serré. Et à cette époque-là, la préfecture de Serré avait validé les bulletins de vote. Donc, vous manquez d'informations une fois de plus. En tout cas, ce qui est sûr par rapport à ça, c'est que quand on a su que M. Brazès se présentait, nous, on a bien dit au service, surtout, soyez exemplaires, ils le sont déjà d'habitude, mais je n'ai pas envie qu'on ait une liste invalidée parce qu'à un moment donné, les gens auront fait n'importe quoi. Et je pense que là, on pourrait peut-être conclure sur cette prise de position parce que sinon, on va y passer le temps du débat. Et une fois de plus, ce n'est pas respectable pour les gens de Cabestany. C'est exactement ce que j'allais vous proposer. Et pour ce faire, l'Indépendant est allé à la rencontre des Cabestaniens, puisque qui mieux qu'eux pour dire quel avenir ils veulent pour leur commune. Nous allons regarder en images quelles sont leurs intentions, quelles sont leurs volontés pour leur avenir de la ville. Et nous sommes allés au marché, comme nous le faisons pour l'ensemble des communes, qui est le symbole du lieu de vie d'un village ou d'une ville. La vie à Cabestany, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. On va dire que tout ce qui est dans le fonctionnement de la commune, moi ça me plaît. Moi, je ferai plus d'aménagements pour que les gens puissent davantage se déplacer sans utiliser leur voiture. Moi j'adore, on se balade beaucoup avec ma femme dans la ville et je crois que le seul banquier il est là. Disons que nous sommes dans un âge où il faut qu'on fasse des pauses. Habiter Cabestany, ça fait 25 ans qu'on y est. Donc, le problème de la commune, c'est que voilà, on ne fait pas suffisamment de communication pour le marché. Et on ne fait pas aussi, on n'essaie pas d'attirer les marchands pour pouvoir augmenter la surface du marché. Parce que vous voyez, c'est quand même, on est très peu. Après, bah voilà, je pense qu'il y aurait des améliorations à faire au niveau des routes, parce que bon, on voit bien que c'est pas toujours bien entretenu. Et puis bon, bah nous, ce qu'on regrette aussi, c'est que c'est beaucoup de construction de béton, quoi, beaucoup de construction de béton au détriment des agriculteurs, quoi. C'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Ça fait peu de temps qu'on est installé là. On a acheté une maison il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Depuis fin 2023, on est installé ici. On est quand même très très bien doté d'un point de vue commercial ici. Je trouve que la ville au niveau activité, je fais moi-même partie d'un club sportif, ma compagne aussi, on est très contents. Enfin, il y a quand même du choix en termes de club sportif. D'accord. Il y a des petites choses où je pensais souvent la même, c'est un peu les problèmes de voirie aux alentours, mais qui ne sont pour moi pas forcément dépendants de la municipalité de Cabestany, mais peut-être plus de la DDE ou de la métropole. À titre personnel et venant aussi de région parisienne où j'étais moi peu dépendant de la voiture, c'est vrai qu'à titre personnel, j'aurais bien aimé un développement des transports. Parce que si un jour j'avais la possibilité d'aller à mon travail sans voiture, pourtant je travaille vraiment pas loin, je travaille à Porte d'Espagne, c'est pas quelque chose auquel je dirais non. Donc nous l'avons entendu et beaucoup nous l'ont dit, la question de l'attractivité du marché est au cœur des questions de nombreux Cabestaniens. Beaucoup déplorent l'absence d'un grand marché local. Jean-Pierre Brazès, cette question fait partie de vos arguments de campagne.
Oui, parce que je vis à Cabestany, je vais au marché de Cabestany depuis de nombreuses années qui se déroule le jeudi, où il y a en fait principalement une population de retraités qui fréquente ce marché parce que les gens qui travaillent n'ont pas le temps d'y aller à cause de leurs activités professionnelles. Et il y a très peu de commerçants parce qu'évidemment, il y a un manque de clients. Donc, il y a quatre négociants qui sont présents au marché. Donc, je pense qu'il faut redynamiser ce marché en justement le transférant du jeudi au samedi, ce que je préconise depuis longtemps, en ayant une halle gourmande où on va avoir des circuits courts avec des producteurs, et je connais bien ce milieu-là puisque c'était mon métier, puisque j'étais agriculteur, donc des circuits courts en vente de produits bio, fruits et légumes, mais également de la volaille, également d'autres produits comme ça. Et on peut aussi, dans cet espace-là, créer un espace détente avec des bars à tapas, des commerces, et puis faire un espace festif, par exemple le samedi avec des groupes de musique qui pourraient intervenir. Créer vraiment un lieu de vie et un lieu de détente, un lieu de rencontre au centre du village, au centre de Cabestany. Je crois que c'est important. Éric Poupet, votre avis sur l'attractivité de ce marché? Pour moi, il n'est pas à sa place, ce marché. Moi, je passe très souvent, parce que moi, je descends du Mazoulouin, je passe très souvent devant. Je suis toujours étonné de voir ce marché avec quelques stands de part et d'autre de l'entrée de l'école maternelle, La Fontaine, où sont allés mes enfants d'ailleurs. Et je suis toujours étonné de le voir là. Je me dis, mais qui va venir là? On est complètement excentré, à part les parents qui viennent chercher les enfants. Mais bon, il n'y a pas vraiment de logique. Pour moi, la problématique, elle est ailleurs. On a une problématique de cœur de ville. On a un cœur de ville qui ne fonctionne pas très bien, qu'il faut redynamiser. Et ce marché, il faut le recentrer. Il faut le ramener vers le reste de l'activité, ce qui reste encore d'activité à Cabestany, pour le moment. Mais il faut aussi s'occuper de redynamiser le cœur de ville et de donner de la cohérence à l'ensemble et de donner envie aux commerçants de revenir. De revenir en créant notamment, en changeant peut-être le sens de circulation, en réimaginant quelque chose de plus piéton. Il y a pas mal de leviers sur lesquels on peut agir. Peut-être maîtriser le foncier et les loyers et donner aussi envie aux commerçants de revenir avec cet avantage-là. Parce que quand on regarde les loyers qu'on a au Mas-Guérido ou au commerce du Molinas, etc., et qui sont complètement exorbitants. Et je pense que là, on a un moyen, on a un argument pour faire revenir les commerçants et pour redynamiser l'ensemble. Et le marché doit se trouver au cœur de cet ensemble. Alors, pardonnez ma petite provocation volontaire, mais quand on est aussi près de Perpignan et quand on a le Mas-Guérido, est-ce qu'il y a besoin d'un cœur de ville dynamique, Édith Punier? Alors, moi, je vais revenir sur deux choses. Je te remercie, Éric, parce que du coup, tu as bien écouté le séminaire auquel nous avions convié l'opposition à l'époque, puisqu'on a fait effectivement une étude avec l'agence d'attractivité, avec l'ORCA, puisque cette question, effectivement, du marché était une question centrale pendant notre mandat. Où nous avons démarré par effectivement aller visiter l'ensemble du centre-ville. On avait fait toute une visite. On avait essayé de comprendre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a travaillé sur ce marché avec les syndicats de commerçants. On a effectivement essayé de changer le lieu, mais ça ne leur allait pas forcément. On a essayé de changer le jour, mais là, par contre, et ça peut se comprendre, il y a des marchés sur le territoire qui fonctionnent extrêmement bien et ils ne veulent absolument pas changer leur jour et se retrouver le samedi alors qu'ils sont à Thuir ou ils sont à Aisne ou sur des marchés qui fonctionnent bien. Et du coup, on en est arrivé effectivement à la question centrale, c'est a-t-on besoin d'un marché à Cabestany, en sachant quand même, et je voudrais le redire, que sur le cœur de ville même, si on va jusqu'au 8-8 et si on le prend de manière un peu large, pas que les petites rues, mais si on va un peu plus à l'écart, on a quand même un café, un tabac, la pharmacie, la rôtisserie. On a, j'ai presque envie de dire, le meilleur boucher avec la famille Creus. Ils ont une boucherie extraordinaire. On a le fruit et légumes, on a le centre médical, on a les boulangers. On a tellement de propositions. Et effectivement, avec un Mas-Guérido qui se développe, le marché ne doit pas devenir aussi concurrent à ce qui existe déjà et qui existe bien. Et c'est pour ça qu'on avait fait justement ce séminaire où nous avions invité l'opposition et qui a été un très bon temps de travail, où l'idée était vraiment de redynamiser, et c'est ce qui va se concrétiser en tout cas nous sur le programme qu'on va proposer, redynamiser
le cœur de ville. Mais là aussi, la problématique, c'est que le vivre ensemble en cœur de ville, quand il commence à y avoir de l'animation, etc., il faut que tout le monde puisse arriver à vivre ensemble. Et donc l'idée aujourd'hui, en tout cas chez nous, c'est de profiter du prochain programme pour revenir auprès de l'ensemble des habitants du quartier, enfin du centre-ville, pour voir comment on pourrait dynamiser. Alors on commence à anticiper aussi, puisque quand il y a des granges un peu en difficulté, en désuétude, etc., on commence à acheter pour faire des îlots de fraîcheur, pour rebâtir des choses autrement, pour ouvrir, Alors, Lorca nous disait le mieux, pardon, le mieux serait de faire un centre-ville piéton. Et là aussi, ce qu'on disait, ça c'est notre idée à nous, effectivement, d'élus, mais ça se partage avec l'ensemble des habitants. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on fasse des réunions, qu'on fasse des entretiens avec l'ensemble, parce que un endroit piéton, ça ne se fait pas parce qu'on l'a décrété. Ça se travaille ensemble. Peut-être ce sera du semi-piéton à terme. En tout cas, ça ne se fera pas tout seul. On ne le décidera pas tout seul. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va nous travailler sur le centre-ville et comment arriver à le redynamiser. Ça, c'est une évidence. Par contre, sur le marché, peut-être qu'on mettra en place une grande enquête publique qui va nous permettre de savoir si est-ce que c'est vraiment un besoin de la population, ou est-ce qu'avec tout ce qu'il y a autour, effectivement, ce n'est pas forcément un besoin. Et puis, du coup, là, peut-être qu'on va se poser d'autres questions sur le marché. Olivier Mas, vous allez répondre en avant-première à cette enquête publique. Est-ce que c'est un besoin, selon vous? Je le pense. Je le pense d'abord parce que dans l'histoire de l'urbanisme, il y a quand même quelques petites erreurs. C'est l'urbanisme commercial a pour corollaire la désertification commerciale de tous les centres des villages périphériques. C'était peut-être une chance à l'époque, la création du Mas Guérido, mais on voit que le centre-ville, dans certaines rues, des immeubles sont fermés, des pieds d'immeubles sont aussi fermés. Donc, comment rétablir ça? D'abord, avant de penser au marché. Ce matin, au marché, il y avait 3 vendeurs. Avant de penser à ça, peut-être recréons une dynamique de centre-ville. Et là, il n'y a que la puissance publique, c'est-à-dire la mairie, qui va peut-être inciter, reprendre du bâtiment par opportunité de rachat et y mettre, évidemment, avec de grosses incitations financières, des nouveaux commerces. Je pense que la bataille du centre-ville se gagne par le centre-ville. Et quant au marché spécifiquement, la place devant la mairie est magnifique. Elle est magnifique. Et Edith Punier parlait d'une grande enquête. Bien évidemment, il va falloir dialoguer parce que la place du marché, moi je la vois bien évidemment devant la mairie. Il y a un espace qui est assez grand. Mais il faut dialoguer parce qu'évidemment, si on met un marché et qui grandit, le jour qui sera choisi en concertation avec aussi les habitants et les commerçants, je sais, c'est difficile parce qu'ils sont déjà présents sur les autres marchés les jours de la semaine. Il y aura forcément une concentration parce qu'on va les priver des stationnements dont ils ont l'habitude. Voilà. Moi, ma conclusion sur le marché, c'est qu'il faut essayer de le mettre sur la mairie, mais en accompagnant tout ça d'une grande dynamique et d'une grande incitation d'accueil dans les locaux vides qu'il faudrait d'une manière comme une autre, par convention ou par rachat, pour redynamiser, c'est un verbe d'action, redynamiser les 3 rues principales du centre-ville. Alors juste, je ne sais pas si M. Mas a beaucoup visité le centre-ville. Aujourd'hui, il y a un local qui est disponible et l'ensemble des locaux, ils sont tous occupés. Entre le pizzaiolo et tous ceux dont je vous parlais tout à l'heure, tout est occupé aujourd'hui. Et quant aux maisons d'habitation où les personnes sont décédées, effectivement, il y a des histoires de succession et c'est bien ce que je disais, on est dessus. Mais je crois qu'à un moment donné, là encore, il ne faut pas opposer tous les commerçants qui sont en centre-ville, qui travaillent fort bien, et il faut arriver à faire vivre l'ensemble. Et aujourd'hui, vraiment, la question est-ce que le marché est un besoin de la population de Cabestany, c'est peut-être la première des questions qu'il faut pouvoir poser aux Cabestaniens, parce que la personne que vous avez interrogée, c'est le monsieur qui vend du miel. Donc, qui est un commerçant. Je pense en effet que c'est quelque chose qui se réfléchit à long terme. Je pense que c'est une chose à laquelle la mairie n'a pas réfléchi pendant des années, parce que la politique d'urbanisme à Cabestany, ça a toujours été le développement de zones résidentielles et tourné plutôt vers l'extérieur du cœur de ville. Et on doit se poser la question aujourd'hui de comment réaménager ce cœur de ville, d'autant qu'on ne peut plus développer
de zones constructibles, puisqu'on a consommé à peu près tout le bâti qu'on pouvait consommer jusqu'à 2034, je crois. Et donc, il faut se reposer la question, et c'est quelque chose qu'on va devoir faire évoluer. On a pris beaucoup de retard, c'est quelque chose qu'on va devoir faire évoluer petit à petit. C'est-à-dire, faisons avec l'existant actuellement, mais commençons à imaginer ce que sera Cabestany dans 5 ans, dans 10 ans, pour pouvoir imaginer l'évolution de ces commerces, de ce marché, au sein du cœur de ville. Moi, je crois qu'il y a une réelle opportunité, en fait. Ce que souhaitent les gens, c'est à la fois avoir un marché avec des circuits courts, parce que ça, c'est attractif, mais également un espace de vie, un espace de rencontre, un espace où les gens qui ne travaillent pas le samedi peuvent justement venir boire un verre entre amis et profiter du centre de Cabestany. Et on a une opportunité, une réelle opportunité. Alors, elle est à discuter, elle est envisageable ou pas, il faudra l'étudier de manière plus précise. Mais on a une opportunité, ça serait de racheter la cave coopérative au niveau de la mairie pour faire une halle. On pourrait très bien faire une halle au niveau du rez-de-chaussée dans cette cave coopérative qui est magnifique. Et on pourrait très bien faire à l'étage, par exemple, un espace coworking ou un espace de bureau. C'est-à-dire que les gens qui travailleraient, si on a également un espace de vie dans la semaine, des gens qui travailleraient à l'étage pourraient descendre ensuite consommer, déjeuner à midi dans la halle. Parce que mon idée, et notre idée, ça serait plutôt de faire une halle type halle de Vauban à Perpignan, qui soit un lieu de vie où les gens viennent, déjeunent et passent du temps. Voilà, c'est ce qui nous semble à nous être la meilleure solution. Alors, Monsieur Brazès n'a pas l'air de savoir qu'effectivement, on considère aussi le Mas-Guérido comme un quartier de Cabestany, hein, et des halles vont ouvrir le 26 exactement dans votre état d'esprit. Je les ai visitées. Voilà, vous me laissez finir, merci beaucoup, c'est très gentil. Et que, effectivement, je ne sais pas où c'est qu'on va trouver l'argent pour pouvoir racheter la cave coopérative, plus derrière, ce que va coûter, c'est plus de 2 millions d'euros, plus derrière, être obligé d'enlever toutes les cuves, etc. C'était une belle idée qu'on avait nous aussi, c'est la première chose qu'on a fait, sauf qu'après, entre le dire et le faire, au milieu, il y a la mer et il y a les possibles. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a immédiatement discuté aussi avec les commerçants du centre-ville, qui ont eu immédiatement une très grande trouille, je le dis parce qu'ils ne veulent pas non plus avoir de la concurrence, qu'ils ont un public qui leur est attitré, et que Cabestany, aujourd'hui, là encore, a déjà des halles, ils ont déjà des commerces, et que la vraie question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des besoins? Et ça, je pense qu'on ne peut pas parler à la place des Cabestaniens, ça se discute. Par contre, quand j'entends qu'effectivement, il y a des endroits, des lieux avec des bancs ou des choses comme ça qui manquent, ça, c'est une réalité, et qu'il faut redynamiser le cœur du centre-ville, je suis tout à fait d'accord, puisqu'on a fait ce fameux séminaire dans lequel, quand même, c'était à l'horizon 2040. Vous avez un point de consensus qui est sur la dynamisation du cœur de ville. Tout à fait. Peut-être en trouverez-vous aussi un sur le prochain sujet, même si je suis un peu moins sûre. Nous allons parler de l'éclairage public, puisque ça nous a été évoqué par les Cabestaniens. Pour ceux qui n'y habitent pas, à Cabestany, l'éclairage public s'éteint à partir de 23h. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Certains réclament son retour. Edith Punier, déjà, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il s'éteint à partir de 23h? Alors, c'est pas 23h, c'est 1h du matin. 1h du matin, pardon. Voilà. Non, mais je suis rentrée trop tôt, pardon. Non. C'est-à-dire qu'en fait... Oui, c'est ça. En fait, effectivement, c'était 23h. Là, on vient de changer. En fait, on est passé sur un SIVOM. On est revenu finalement en coopération, on va dire, sur l'éclairage public. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a des difficultés sur certains quartiers qu'on est en train de régler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, comme la plupart des communes du département, l'idée, en tout cas le projet, est venu suite au coût exorbitant de l'électricité qui a explosé il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Et nous avions fait une première réunion publique, puisqu'on n'avait pas pris la décision. Et d'ailleurs, effectivement, moi, au départ, je n'étais pas forcément très favorable. Nous avons fait des réunions publiques avec la gendarmerie, avec des opérateurs extérieurs qui sont venus pour expliquer un peu. Les gens sont venus pour essayer de comprendre. Et la décision a été prise. Alors, certains nous ont dit, est-ce qu'on pourrait éclairer 1 sur 2 ? Moi, je trouvais ça génial comme idée.
La réalité, c'est qu'en fait, au regard de la loi, on n'a pas le droit. Alors, parce que ça fait des zones d'ombre, enfin, on nous avait fait toute une explication. En tout cas, c'était soit on éteignait, soit on allumait. En plus de la projection sur les LED. Et donc, la décision de l'ensemble de cette réunion a été, on tente, on fait une tentative et on éteint la lumière, donc avec des heures d'été et des heures d'hiver. Et 6 mois après, nous avions dit à la population qu'on ferait le bilan et que donc l'ensemble de la population serait invitée à une autre réunion publique pour faire le bilan et pour prendre la décision, est-ce qu'on continue ou est-ce que là, on arrête, c'est trop compliqué, etc. La deuxième réunion publique, effectivement, a montré beaucoup plus de personnes encore qui avaient été séduites par ce système pour quelques raisons. Alors d'abord, quand j'entends rallumer les lumières, sinon on va mettre une milice, ça me fait doucement rigoler parce que j'ai les chiffres des gendarmes et je les vois très souvent. Et il n'y a plus de cambriolage de nuit depuis qu'il y a l'extinction, parce que les voleurs, c'est comme les gens, hein, quand il n'y a plus d'électricité, ben, ils sont beaucoup plus visibles que les autres. Et d'autre part aussi, ça réduit pour beaucoup de quartiers où il y a des endroits où on peut se retrouver, le City Stade, des chœurs, le Teresa Reboul, tous ces quartiers-là. Quand la lumière s'éteint, ben, tout le monde rentre chez soi. Et résultat des courses, effectivement, il y a énormément de citoyens qui nous ont renvoyé. Nous, ça nous va bien parce que finalement, ça fait poser la ville à une certaine heure de l'année. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce pourquoi on est passé à 1h du matin, pendant Noël, on s'est dit, on va remonter parce que les gens, ils sortent un peu plus et qu'on ne veut pas mettre les gens en difficulté. Donc, on a remonté à 1h du matin, mais on l'a fait de notre propre chef, effectivement. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, sur le prochain programme, ce qui est prévu, c'est de refaire une réunion publique où on espère que toutes ces personnes qui sont soi-disant qui veulent qu'on remette la lumière parce que tous les maux de la Terre arrivent à cause de l'extinction de la lumière. On espère qu'ils viendront pour qu'on puisse aussi leur montrer par A plus B ce que ça a provoqué en termes d'avancée aussi, et puis qu'on rediscute avec eux, parce que moi je ne suis fermée absolument à rien, mais ça se fera de nouveau dans le débat avec les gens. Donc prévoyez une nouvelle réunion publique donc. Tout à fait, mais en sachant quand même que depuis que nous avons mis à 1h du matin, nous avons beaucoup de courriers qui s'amoncellent en nous disant non, mais 1h du matin, c'est trop tard, ça y est, ça ressort. Pourtant, voilà. vous, Monsieur Brazès, vous n'êtes pas forcément favorable à cet éclairage de nuit éteint? Non, je pense, sans vouloir créer une situation anxiogène, je pense que l'éclairage de nuit, c'est une sécurité pour les gens qui veulent sortir. C'est une sécurité, ne serait-ce que quand vous êtes au volant. Imaginez un enfant qui traverse un trottoir, si c'est éteint, vous risquez de ne pas le voir. Donc, ne serait-ce que cet aspect-là, un aspect sécurité. Aujourd'hui, d'abord, il faut savoir qu'en 2027, tous les éclairages en France doivent passer au LED. C'est une obligation. Il faut savoir qu'avec des éclairages intelligents, aujourd'hui, on arrive à faire des économies d'électricité à hauteur de 80%. Il faut savoir qu'on peut gérer chaque poteau lumineux indépendamment, avec une intensité différente qui peut aller de 5 lux à 10 lux, avec des systèmes de détection également. Il faut savoir aussi que ça peut se gérer directement, tous les poteaux peuvent se gérer directement de la mairie, avec une application. Autrement dit, ça évite également un surcoût au niveau du personnel municipal, parce que vous n'avez pas à vous déplacer pour aller voir si une lampe fonctionne ou pas. Si un voisin vous dit, si un habitant, un Cabestanien vous dit l'électricité ne fonctionne pas dans ma rue au numéro 7, eh bien, de la mairie directement, vous pouvez vous rendre compte si c'est bien le poteau du numéro 7 de la rue qui est en panne ou si c'est le 10. On arrive à gérer tout ça de manière très très fine aujourd'hui et c'est des moyens qu'il faut mettre en place, Madame la maire, parce que c'est des moyens qui permettront des économies et c'est des moyens qui rassurent les gens parce que l'éclairage, c'est important pour les personnes âgées en particulier, mais pour tous les gens qui veulent sortir. Et dire aux gens d'éteindre la lumière parce que vous restez chez vous et ça crée de la sécurité, c'est faux. Il faut que les gens, au contraire, sortent, vivent et puissent avoir ce lien social auquel nous sommes tous attachés. Monsieur Poupée, concernant l'extinction. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est né de la crise de l'énergie en 2022. Et la question a dû se poser. Et à l'époque, on a eu une flambée phénoménale d'électricité. Et je pense que ça a été une bonne chose de réduire à ce moment-là. Ça pose le problème, effectivement, du sentiment d'insécurité, puisque Madame la maire l'a dit, il n'y a pas vraiment d'insécurité. Mais on ne peut pas enlever le fait qu'il y a un sentiment d'insécurité et nous devons de répondre à cette problématique
de nos administrés. Les Cabestaniens vous en parlent de ce sentiment d'insécurité? Alors, directement, non, mais c'est vrai qu'on en entend parler quelquefois et on peut le comprendre. Une personne âgée qui va aller promener son chien tard le soir, on peut comprendre qu'elle ait besoin d'être éclairée, qu'elle ait quelques craintes. Mais c'est vrai, comme l'a dit M. Brazès, aujourd'hui, il y a des moyens technologiques de faire de nombreuses économies. Ce qui me surprend quand même, c'est que c'est vrai que ça fait 1 mois et demi qu'on est passé de 1h du matin de 11h pardon, à 1h du matin. Et alors Edith nous dit que elle a reçu beaucoup de courriers de gens qui se plaignent. Je m'y attendais pas. Mais moi, les gens que j'ai autour de moi, personne ne s'en est rendu compte. Bon, ce sont les gendarmes qui me l'ont appris. Et voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de revenir sur ce problème, d'éclairer davantage la nuit avec des moyens technologiques qui vont permettre de faire des économies, puisque on a quand même une grosse problématique financière à Cabestany. Vous aussi, Monsieur Mas, vous êtes favorable à un retour de l'éclairage public? Pas dans ces conditions, plutôt dans les conditions qu'on avait travaillé avec Jean-Pierre à l'époque et qu'il a parfaitement décrites sur l'éclairage intelligent. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aucun de vous trois ne parle de la solution qui a été adoptée par mes voisins, par tout le monde dans la rue. Ils se sont substitués à l'éclairage public. Ils ont tout simplement mis en façade, entre l'entrée du jardin et la porte du garage, ils ont mis un double spot avec un radar intelligent. Et quand quelqu'un passe, eh bien, ça s'allume devant la maison. Donc le sentiment de sécurité a reculé parce que les gens aussi se sont équipés. Ils ont remplacé l'éclairage public devant chez eux, tout simplement. Et ce qui n'a pas été abordé, du moins la réduction du temps d'éclairage a été abordée d'un point de vue économie d'énergie. Le coût a augmenté, mais les économies d'énergie sur les budgets d'éclairage public ont été énormes. Vous l'avez tous dit, vous avez parlé des LED, dont la consommation a chuté. C'est le prix du kilowatt qui a augmenté. On n'a pas parlé d'écologie. À Cabestany, c'est vrai que quand les lumières sont éteintes, on voit les étoiles. Avant, on ne les voyait pas. On a, moi, dans ma rue, en haut de Midi-Pôle, j'entends des cris d'oiseaux, parce qu'il m'arrive de rentrer très tard avec mon métier. J'entends des cris d'oiseaux que je n'avais jamais entendus il y a 20 ans. Donc, il y a un retour à la nature avec le retour à la nuit. Il manque juste... On a mis juste la charrue avant les bœufs. Il fallait d'abord finir les investissements sur de l'éclairage intelligent et ensuite, on bascule sur l'éclairage intelligent au fur et à mesure. Alors, juste peut-être, parce que j'ai l'impression que certains ne le savent pas, mais la compétence éclairage public n'est plus une compétence de la commune. Hein, et c'est soit on était au CIDEL donc jusqu'au 1er janvier, et puis aujourd'hui, nous sommes revenus sur un CIVOM où on va pouvoir retravailler, puisqu'avant la communauté urbaine, on était déjà en CIVOM avec Saleil, Saint-Nazaire, Cabestany, et on travaillait plutôt très bien, on était très réactifs, effectivement. Et là, aujourd'hui, on a cette opportunité de pouvoir revenir dans le grand CIVOM du Rivesalté, mais comme on a le même nombre de points lumineux entre nous, de ce côté, avec Saleil, Saint-Nazaire, Cabestany et eux, on aura du personnel dédié, ce qui va nous permettre d'avoir une plus grande réactivité aussi et de pouvoir refonctionner comme on fonctionnait ensemble avec les deux communes. Et par contre, on a déjà commencé aussi apparemment à réfléchir et à mettre en place des petits systèmes pour que ça puisse être éclairé la nuit, notamment justement sur le centre-ville. On attendait de voir d'avoir le retour des habitants, ça plaît. Donc ça, c'est des choses qu'on va systématiser. On va aussi systématiser parce que très clairement, sur les LED, on a encore un gros programme de réflexion à faire. Donc là-dessus, on est sur une PPI et on est à bras-le-corps dedans avec le nouveau CIVOM avec lequel on travaille. Et effectivement, là où je rejoins M. Mas, c'est qu'on a démarré pour une question effectivement de budget au départ. Mais par contre, on s'est aperçu, c'est pour ça que je vous disais à la deuxième réunion publique, on s'est retrouvé avec d'autres personnes qui sont venues, qu'effectivement, ça a favorisé aussi bien d'autres choses, et notamment la nature et l'écologie. Et comme M. Brazès, c'est un agriculteur, je me disais que peut-être ça aurait pu le toucher. M. Mas. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Mme la maire, sauf le début. Prendre pour excuse, j'ai pas la compétence, c'est la faute de l'organe intercommunal,
C'est inadmissible pour moi, parce que même à l'intercommunalité, ce que veut le maire, Dieu le veut. Le maire est présent partout, dans tous les organismes. Si on prend l'intercommunalité, il y a un pacte entre les maires de ne pas accepter de faire quelque chose sur sa commune sans qu'il soit d'accord, par exemple. Donc non, c'est pas parce que c'est un autre organe qui a la compétence qu'on ne peut pas faire ce qu'il faut sur la commune. Sauf dans un cas, quand on est rentré de force dans la communauté, par exemple, et où on préfère ne pas trop collaborer avec la communauté, donc ça a été la période de Jean Villa jusqu'à vous, pour pouvoir se garder le discours de dire « ça va mal à la communauté ». Alors, juste là, par rapport à ça, je suis obligée de réagir parce que, effectivement, je n'ai absolument pas dit que la communauté était à... Voilà, j'ai dit simplement que la compétence n'était plus à la commune, donc on n'a pas les mêmes possibilités et qu'on était sur un CIDEL, alors que nous, on fonctionnait en CIVOM à l'époque et que ça fonctionnait très bien. Et donc, par contre, je voudrais aussi revenir sur l'engagement de force, effectivement, et le fait que Jean Villa, à l'époque, n'était pas d'accord. Quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est rentré à la communauté urbaine à l'époque, c'est plus de 11 millions d'argent de la dynamique économique, on va dire, du Mas-Guérido, d'Avicenne, qui sont partis, qui étaient dans les caisses de Cabestany et qui sont partis effectivement à la communauté urbaine. Donc, il fallait effectivement se réorganiser, voir comment on faisait les choses en commun. Et quand il dit ce que veut le maire, il l'a. Je voudrais quand même rappeler à M. Mas que c'était lui qui était responsable des finances quand on était à la communauté urbaine et qui sait pertinemment qu'ils ont servi plutôt d'autres communes au démarrage et que je comprends pourquoi Jean Villa était dans tous ces états. Aujourd'hui, on est sur autre chose, on est sur une transparence et effectivement, on travaille différemment, on a une approche qui est différente, on essaye de mutualiser et de faire les choses bien, mais effectivement, ce que la commune avait à l'époque qui lui permettait d'avoir un budget serein et de pouvoir tout payer sans jamais faire d'emprunt, aujourd'hui, on n'est plus à ça près. Le sujet n'étant pas l'intercommunalité, tout à fait. Il nous faudrait plus d'une journée pour en parler, je suppose. Je voudrais juste revenir sur les LED, parce que mon côté nature, justement, fait que je vais vous renseigner, Madame le maire, sur les éclairages. En ville, vous avez un éclairage blanc, et si vous mettez de l'éclairage en campagne, vous avez un éclairage qui est plutôt avec une lumière allée, une lumière un peu rose orangée. Donc on peut tout à fait adapter, même dans la nature, des lumières qui ne nuisent pas à notre tranquillité de vue et de vie. Voilà, c'est surtout pour les petits oiseaux et pour la faune et la flore de Cabestany. Autant que vous. Abordons un dernier thème, nous avons encore un petit peu le temps. Il y a des trous dans la voirie à Cabestany. Les habitants ont soulevé ce point d'amélioration. Comme vous, Monsieur Poupet ? Oui, alors c'est quand on interroge les habitants de Cabestany, c'est la préoccupation numéro 1. La voirie, c'est la préoccupation numéro 1. Mais là, pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut revenir un petit peu sur l'historique et forcément l'intercommunalité en fait partie. Jusqu'en 2010, donc Cabestany a fait de la résistance et n'est pas rentré dans la communauté urbaine, qui à l'époque n'était pas encore la communauté urbaine, puisque on était moins de 250 000 habitants. Pardon. Et aujourd'hui, Cabestany est rentré. Donc il y a eu la période avant 2010 où la voirie était dans un état assez catastrophique. Il y a eu ensuite l'entrée dans la communauté urbaine. Et je dois dire qu'en 15 ans, on a vu quand même les choses s'améliorer et la barre a été largement redressée. Donc aujourd'hui, ça va mieux, sauf sur certaines voies où on comprend, les habitants ne comprennent pas vraiment pourquoi ça n'avance pas. Lesquelles ? Par exemple, le gros sujet, c'est la route qui va à Caliceo. Donc ça, il faut savoir que c'est une route qui est commune à Perpignan, Saleil et Cabestany. Donc cette route, elle est toujours restée elle n'est pas passée dans la compétence de l'intercommunalité, elle est restée dans la compétence de Cabestany. Là, il y a plus un problème d'entente entre Cabestany et Perpignan pour arriver à enfin réparer cette route qui est dans un état lamentable et il y a vraiment urgence là-dessus. Donc là, on peut s'interroger sur la capacité de la mairie à discuter avec Perpignan. Et il faut que nous arrivions à solder ce problème. Le risque aujourd'hui, c'est que nous avons l'année dernière récupéré
la compétence voirie, puisque la loi a changé et nous a permis de récupérer cette compétence. Cabestany a choisi de récupérer cette compétence. Je m'interroge aujourd'hui, est-ce que nous avons récupéré cette compétence pour en récupérer le budget qui risque d'être destiné à d'autres choses, ou est-ce que nous avons récupéré cette compétence pour mieux gérer nos routes? J'espère que c'est la deuxième solution qui sera retenue. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et qu'il y a certains points noirs à Cabestany. Monsieur Brazès, votre avis sur cet état des routes? Bien, il suffit de parler avec les Cabestaniens pour se rendre compte qu'effectivement, c'est une des priorités majeures avec le marché des Cabestaniens. L'état des routes, mais aussi l'état des trottoirs. Si je regarde que chez moi, la route a été refaite 50 ans après la création du lotissement. Et tu parlais, Eric, du chemin qui mène sur Caliceo, mais le chemin qui mène chez toi, à ton domicile, c'est pas mieux non plus, et tu l'empruntes tous les jours. Voilà, donc... Pour des raisons de confidentialité, nous ne donnerons pas l'adresse, évidemment. Donc, effectivement, je pense qu'il faut faire un bilan ou un audit, on appelle ça comme on veut. Il faut faire un bilan de l'état des routes et des trottoirs, et il faut s'atteler à ce problème-là de manière urgente et en le situant dans le temps, et il y a des choses à faire. Ce bilan, Monsieur Mas, vous l'avez fait concernant la voirie? Totalement, et je l'ai fait plus globalement dans le cadre d'à peu près tous les services publics. C'est-à-dire que quand une ville grandit, elle s'éloigne, elle n'a plus trop de proximité. Donc il faut retrouver cette proximité. En ce qui concerne tout simplement les ornières, des choses qui se passent sur la voirie et qui handicapent la jeune maman qui a une poussette, qui handicape une personne âgée, ou tout simplement le roulage des voitures qui tapent. C'est un problème de proximité. Donc il faut retrouver la proximité. Aujourd'hui, la proximité avec les appareils, avec les outils numériques, permet d'avoir une réactivité. Donc, c'est d'ailleurs l'exemple à Perpignan où ça fonctionne très bien. Il y a des outils, des applications. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, il y a des personnes âgées qui n'ont pas de smartphone, ce genre de choses. C'est vrai, d'accord. Mais ça permet de joindre immédiatement pour des ordures, des détritus, pour des choses qui ne vont pas, donc on l'a dit, sur la voirie. Vous souhaiteriez la mise en place d'une application qui permette d'alerter les services municipaux, c'est ça? Si j'ai le bonheur d'être élu, oui, j'aurai une application de proximité qui permet aux gens de ne pas téléphoner à la mairie, mais immédiatement d'appuyer sur le bouton et de localiser le problème et de donner la nature du problème sans aller à la mairie. La proximité, c'est aussi être à distance et avoir le moyen de communiquer avec une gestion de ce qui se passe dans la ville. Madame la maire, pour La conclure. proximité, pour moi, c'est aussi l'échange, c'est aussi quand même rencontrer les gens, mais bon, c'est une façon de voir les choses. Juste sur la voirie, effectivement, ce qu'il faut savoir peut-être, parce que bon, certains sont au conseil municipal, mais ils n'ont pas dû trop bien entendre aussi, on a récupéré la voirie, effectivement, en compétence depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, alors je ne dis pas, effectivement, on avait du retard en termes de voirie, on s'en est jamais caché, c'est des choses sur lesquelles on le dit très clairement, sauf que le fameux diagnostic dont parle M. Brazès, il est fait effectivement, parce que c'est la première des choses qu'on a fait dès qu'on a récupéré pour essayer de rattraper le retard. Et depuis 1 an et demi, on a fait 50% de rénovation en plus de ce qui avait été fait pendant les 4 ans avant que la compétence nous revienne. Je vais quand même vous donner les rues qui ont été faites, parce qu'effectivement, après, tout ne peut pas se faire. Nous ne pourrons peut-être pas toutes les citer, non, nous sommes mais un peu pris par le temps. Juste comme ça, pour que vous sachiez, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est une véritable problématique, mais on l'a anticipé par le biais d'une PPI qui va aller bien au-delà. Et donc, sur les rues qui ont été faites quand même entre l'avenue du 19 mars, Aragon, le chemin Saint-Gaudéric, l'avenue de Perpignan, le Mas-Anglade, Berry de Bretagne, François Mitterrand, l'impasse de Maine-Poitou, la rue des Genêts, la traverse de Villeneuve, juste sur l'amorce, effectivement. Et là, je reviens là-dessus en lui disant que vous n'avez pas bien écouté M. Poupet, parce que on attendait aussi les travaux de la rocade du département pour pouvoir faire la route de Caliceo. Et sur les prochaines choses qui sont prévues effectivement en travaux, on aura effectivement la traverse de Caliceo, on aura le chemin du Mas-Carcassonne, la reprise des trottoirs pour au moins 100 000 €, parce qu'effectivement, il y a aussi les trottoirs, mais il y a aussi les espaces verts qui... Voilà. Ce sont des travaux qui sont déjà engagés, ça, qui ont déjà été signés? Qui sont prévus dans la PPI. Après, si ce n'est pas nous qui sommes élus, ils feront peut-être autrement, mais il y a aussi le Périgord, Artois, Normandie, Impasse des Flandres,
Et j'en passe parce qu'en fait, là, j'ai fait sur les 2 années. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'effectivement, la voirie, ça coûte très cher. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper et qu'il faut faire. Là, on a fait 12 km sur 60 km en un an et demi. Il en Voilà. reste donc Il en de reste nombreux pas kilomètres mal. Et effectivement, à mais faire. on en est conscient. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas dire les trottoirs et tout va bien. Non, pas du tout. Puis en plus, il faut aussi travailler sur la mobilité. Il faut en profiter aussi pour travailler sur tout ce qui est accès piéton, accès vélo. Et il y a des endroits entiers de Cabestany où effectivement, il faut tout réfléchir pour que les choses se fassent bien. Mais nous Et ne quand pourrons pas même, développer tout le juste, programme. je parce qu'ils voudrais sont terminer. nombreux. Je voudrais terminer quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des voiries qu'on ne peut pas faire avant qu'en dessous, on ait pu refaire les réseaux. Donc ça aussi, on est en grand partenariat avec l'ensemble EDF, AGRDF, etc., pour que ne pas faire une couche de bitume et que derrière, on soit obligé de réouvrir parce qu'il faut faire les réseaux. Donc il faut aussi le faire de manière intelligente en faisant par rapport à l'avancée des réseaux un peu sur l'ensemble de Cabestany. Voilà. Alors, si on parle de voirie, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été initiées par l'aglo là, dans ce que tu viens de citer. On n'a pas pu faire tout Non, ça en partenariat. en moins d'1 an. Un an et demi. Mais parler de voirie, il faut aussi parler de nautique, de sécurité routière. Et on a un gros problème à Cabestany, c'est ce que nous appelons, nous, les fameux stops à l'envers. On est champion du monde du stop à l'envers à Cabestany, c'est-à-dire qu'une route sur laquelle passent 50 voitures qui croisent une route sur laquelle passe une voiture, ben nous mettons le stop sur la route où passent 50 voitures. Alors, c'est un gros problème notamment en termes d'environnement, parce que vous obligez 50 voitures à décélérer et réaccélérer. Et il y a souvent des problèmes de cohérence. Il y a des moments où on ne sait plus trop comment faire et comment appréhender le carrefour. Et enfin, c'est un bonheur pour les gendarmes qui se postent à certains stops et qui remplissent les caisses de l'État en épinglant des gens qui ne s'arrêtent pas vraiment au stop et qui glissent un petit peu quelquefois. J'ai entendu parler de quelqu'un qui s'est fait comme ça attraper à 1h du matin récemment et qui était fort mécontent de cela. Donc ça, pour moi, c'est un gros problème à Cabestany et il y a urgence à supprimer tous ces stops à l'envers. Alors je pense qu'il n'y a pas que les stops à supprimer, parce qu'il y a également les ralentisseurs. Un ralentisseur, par exemple, par rapport à un rond-point, on met le ralentisseur avant le rond-point, parce que les gens ralentissent. À Cabestany, les ralentisseurs sont mis en sortie de rond-point. Donc voilà, il y a un problème par rapport à ça également. Il faut remettre les ralentisseurs et tout ce qui est coussins berlinois, il faut les mettre aux normes et beaucoup ne sont pas conformes à la législation. Il y a donc un gros chantier voirie qui s'ouvre à Cabestany. Je vous remercie à tous les 4 de vous être pliés à cet exercice du débat qui est difficile, on le sait. J'espère que nos spectateurs auront pu être éclairés par ces échanges qui ont été très respectueux et je vous en remercie. Et qu'ils vous auront mieux découvert aussi. Je vous donne rendez-vous à tous sur la chaîne YouTube de l'Indépendant pour suivre les autres débats, mais également les émissions que nous faisons, ainsi que nos reportages vidéo. Je vous encourage à vous abonner et merci.